Bonjour, avant de déchaîner ces 1001 chevaux, sachez déjà que lorsque vous accédez à cette salle pour choisir les coloris de sa carrosserie et la peausserie de son habitacle, c'est qu'en fait vous êtes déjà propriétaire de la nouvelle Veyron. Eh bien, cette nouvelle Bugatti, sachez-le également, s'offre à nous pendant une demi-heure, aujourd'hui dans Turbo. M6 est en effet la première télévision au monde à vous faire essayer, mais aussi à vous montrer aujourd'hui de A à Z la fabrication de cette voiture d'exception dans son usine de Molsheim en Alsace. Molsheim, comme chacun le sait, historiquement la patrie des Bugatti. S'il te plaît, dessine-moi un mouton. Cette demande teintée d'angélisme, moins anodine bien entendu qu'il n'y paraît, et qui est aussi, vous le savez, l'un des passages les plus célèbres du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, il est fort probable que Ferdinand Piëch, l'ex-patron du groupe Volkswagen, a dû la reprendre à son compte quand en 1998, après avoir racheté la marque Bugatti, il demanda à ses ingénieurs de concevoir et de fabriquer la voiture la plus belle, la plus séduisante, la plus raffinée, la plus excitante, mais aussi la plus décalée avec les réalités automobiles d'aujourd'hui. 420 km/h au compteur, 1 200 000 € TTC. Après moult reports et retards, la Bugatti Veyron est née. La voici à présent dans Turbo avec Étienne Breuer. Ça y est, nous y sommes enfin. Les orgues de Molsheim vont résonner à nouveau dans le sanctuaire historique de la plus célèbre marque franco-italienne. Le cœur d'une Bugatti bat à nouveau, le rythme imposé est celui d'un 16 cylindres. L'ex-patron de Volkswagen, Ferdinand Piëch, le voulait. Bugatti renaît, transformant son conte préféré des 1001 nuits en 1001 chevaux. Génie ou folie, peu importe, la Bugatti Veyron vibre au râle d'un W16 8 litres à 64 soupapes, associé à 4 turbos et pesant près de 400 kg, 2 fois plus que celui de la Enzo. Ce moteur fantasmatique déploie tellement de chaleur qu'il faut 55 litres d'eau pour le refroidir. Inimaginable. L'histoire reprend donc sa marche et près de 50 ans après la fermeture de l'usine de Molsheim et 7950 Bugatti produites, la Veyron ranime la flamme après 6 années de gestation dans la plus pure tradition de la marque, à savoir produire la voiture la plus chère et la plus puissante du monde. Ferdinand Piëch a eu aussi le sens de l'hommage, puisque cette GT époustouflante porte fièrement le nom de Pierre Veyron, un pilote français vainqueur des 24 heures du Mans en 1939, à bord d'une Bugatti bien sûr. Pour la façonner, l'ex-patron de VV avait donné carte blanche à sa propre équipe de designers qui n'a pas hésité à piocher dans l'univers de l'aéronautique pour concevoir certains éléments comme les vérins du gigantesque aileron guidé par des radars. Toute la câblerie électrique provient même de l'aérospatiale et d'Ariane 5, c'est dire la démarche. Pour autant, cet avion sans aile, long de 4,47 m et haut de 1,21 m, est largement soutenu par un châssis composé d'une structure en carbone et en aluminium. Ce coupé manie esthétiquement un vocabulaire très sensuel, sans perdre une once d'agressivité. Quel dynamisme et quelle pureté dans les lignes. L'originalité dans le dessin n'est rien sans la perfection dans l'exécution. Telle était la devise d'Ettore Bugatti. Une devise qui semble s'appliquer aujourd'hui à cet univers intérieur empreint de cuir d'Alcantara et d'aluminium bouchonné. Les concepteurs ont eu le souci de la perfection jusque dans les sons. On joue avec les molettes de réglage de l'audio et de la climatisation comme on manipule les molettes d'un coffre-fort. Autre subtilité, on peut connaître, grâce à un palme fourni avec la voiture, l'ensemble des données techniques instantanément, comme en Formule 1. Par exemple, grâce à la télémétrie, on peut connaître la vitesse fournie sur une durée. Par exemple, on peut connaître aussi également la pression des pneus instantanément. Bref, un certain nombre d'informations comme
n'importe quelle voiture liée à la compétition. Et avec la fameuse deuxième clé qui permet de configurer l'auto en mode high speed, on pourra alors passer de 375 à 400 km/h. Le paradis de la performance semble être atteint. Pour l'essai, c'est en deuxième partie d'émission. Le site internet de Turbo fête ses 5 ans et à cette occasion, je vous propose de gagner un magnifique cabriolet. Pour cela, c'est simple, vous répondez dès maintenant à la question suivante. En quelle année Turbo a-t-il démarré sur M6 ? Était-ce en 1987 ou en 1997 ? Vous avez la réponse, vous en êtes sûr ? Vous voulez devenir l'heureux propriétaire de ce très beau cabriolet ? Vous en êtes également certain ? Alors, vous jouez dès maintenant au 3660 et bonne chance à tous. En attendant, on poursuit notre visite de cette usine Bugatti. En 1909, Ettore Bugatti s'installe donc ici en Alsace, à Molsheim, ou Molsheim si vous préférez. En fait, la vraie production de l'usine ne va démarrer qu'en 1920 pour atteindre son apogée qu'en 1925 avec l'apparition du modèle Breccia. Maintenant, même si vous n'êtes pas féru, passionné, amateur de belles voitures, de voitures anciennes, je vous invite avec Safet Rastoder à regarder cette saga Bugatti. De la Type 35 à l'EB110, en passant bien entendu par les grands modèles 57 Atlantique et l'extraordinaire, la fabuleuse Royale, voici les Bugatti qui ont construit la légende Bugatti. Milan, 15 septembre 1881. Teresa Lorioli, épouse du sculpteur et peintre Carlo Bugatti, donne naissance au petit Ettore. Baigné dès le plus jeune âge dans le milieu artistique, le jeune Ettore s'intéresse très vite à une nouvelle forme d'art, l'art automobile. Il commence à travailler à seulement 17 ans pour différents constructeurs comme de Dietrich, Matisse et Deutz. Mais le jeune Bugatti, installé à Paris avec ses parents, veut créer sa propre marque, ce qu'il fera en 1909. C'est à Molsheim, en Alsace, qu'il va fabriquer ses premières autos. Mais c'est 10 ans plus tard, juste après la Grande Guerre, que la production à grande échelle débute réellement. L'entreprise est prospère et la Breccia, fabriquée à 2000 exemplaires, fait sa fortune. Ettore Bugatti est un vrai concepteur à la capacité de création illimitée. Le premier moteur 16 soupapes, la transmission intégrale, l'embrayage, les suspensions, le fondateur de la marque aura déposé 925 brevets à son nom. Mais Ettore sait que la course automobile peut lui apporter encore plus, la reconnaissance. Et Bugatti développe en 1924 l'arme absolue de la compétition automobile, la Type 35, le joyau. La 35 triomphe sur toutes les courses internationales, une domination qui durera 7 ans. Elle est la Formule 1 de l'époque qui a remporté le plus grand nombre de victoires, dont 5 Targa Florio. Le nom de Bugatti est connu du monde entier. Ettore Bugatti a un rêve secret, produire une auto capable de rivaliser avec les marques les plus prestigieuses que sont à l'époque Hispano-Suiza et Rolls-Royce. Alors les superlatifs ne manquent pas pour la Royale. Dotée d'un 8 cylindres de 12,7 litres de cylindrée, elle devient la voiture la plus longue, la plus lourde, la plus rapide, la plus puissante, mais surtout la plus chère. Malheureusement, les têtes couronnées de ce monde pour qui elle était destinée ne vont pas la commander. Sur 6 modèles produits, seuls 3 seront vendus. Aujourd'hui, il ne reste plus que 2 exemplaires de la Royale, estimés à 10 millions d'euros chacun. Pire, la crise de 29 frappe de plein fouet l'entreprise au bord de la fermeture. Mais Ettore Bugatti a une nouvelle idée de génie. Il fournit au chemin de fer de l'État 76 autorails à grande vitesse équipés du moteur de la Royale. Bugatti est remis sur les bons rails. En 1933, Ettore décide de se retirer pour laisser la place à son fils Jean, âgé de seulement 24 ans. Et Jean perpétue la tradition familiale avec les types 55 et type 51. Admirez au passage les premières images de caméras embarquées sur les ancêtres des Formule 1. Mais la plus belle œuvre de Jean est baptisée Atlantique, certainement la plus belle de toutes les Bugatti jamais produites. Innovante techniquement, l'Atlantique est une merveille de grâce et de fluidité, mais une fois de plus, c'est l'échec commercial. Seuls 3 exemplaires seront fabriqués en 1937. Et puis en 1939, c'est le drame avec la mort accidentelle de Jean Bugatti. Le fils du fondateur se tue à l'âge de 30 ans au volant d'une voiture de course. Un malheur annonciateur d'une période très difficile pour la marque. C'est le déclin de l'empire Bugatti. En 1963, c'est le coup de grâce. L'usine passe sous contrôle d'Hispano-Suiza qui cesse l'activité automobile de Bugatti. Mais le phénix renaît de ses cendres en 1991. L'Italien Romano Artioli fait construire une usine ultramoderne à Modène, de l'autre côté des Alpes.
un seul modèle y sera produit à 139 exemplaires, le B110. Une supercar de 560 chevaux avec coque en carbone et transmission intégrale. Elle est de nouveau la voiture la plus chère du monde. Mais Artioli, confronté à de graves problèmes financiers, met la clé sous la porte après 4 ans d'activité. La suite, vous la connaissez, Bugatti revient avec l'Aveyron. Alors peut-être un jour aurez-vous le bonheur donc de croiser sur votre route l'une de ces 300 Bugatti Veyron prévues, on vous l'a dit, au total en production. En revanche, aucune chance, mais vraiment aucune, de revoir tel quel le cœur de la bête et cette fameuse boîte de vitesse à double embrayage robotisée, 7 rapports. Une technologie qui évolue carrément dans les sphères de la Formule 1. Une boîte de vitesse fabriquée en Angleterre et surtout qui coûte à elle seule, tenez-vous bien, 100 000 €. Voici l'actualité automobile de la semaine. Et dans l'actualité cette semaine, voici une occasion de plus pour les premiers propriétaires de Bugatti Veyron de sortir le chéquier avec la montre Bugatti, aussi folle que la voiture qu'elle célèbre. Produite en série limitée par une grande manufacture horlogère suisse, la Bugatti Type 370 est la première montre à offrir un mouvement transversal. Son prix, 200 000 €. À ce rythme-là, les t-shirts promotionnels de l'Aveyron devraient valoir dans les 50 000 €. Redescendons sur Terre avec le bon plan de la semaine, la Skoda Superbe. Depuis la reprise de la marque par Volkswagen, les Skoda sont généralement des bons plans, mais la Superbe est celle qui offre l'un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Jolie berline de haut de gamme, elle s'affiche en prix d'attaque à 22 990 € en version 1,9 litre TDI 105 chevaux. À ce prix, l'équipement est tout de même fourni et la finition au niveau d'une Volkswagen. Autant de raisons de changer d'idée sur Skoda. Le nouveau vaisseau amiral de Citroën, la C6, s'est dévoilé cette semaine aux journalistes avec les premiers essais réservés à la presse. Et c'est à cette occasion que Turbo en a pris le volant. Avec son design particulier, sa technologie embarquée et ses tarifs pour le moins élevés qui débutent à 42 000 € et finissent largement au-dessus des 50 000 €, la C6 devrait attirer tous les regards. Alors rendez-vous très prochainement dans Turbo pour un essai complet. Et pour conclure ces news de la semaine, un coup de chapeau à la nouvelle Clio qui vient d'être élue voiture de l'année 2006 par 58 journalistes européens. Un début de carrière en fanfare pour la Clio de 3e génération qui est déjà un succès dans les concessions. Alors après nous être intéressés à la partie mécanique de cette Bugatti Veyron, on va maintenant se tourner vers ceux qui la construisent. Alors il faut savoir que dès le départ, dès que le projet de cette supercar allemande a pris corps, a été lancé, bien que Bugatti appartienne, je vous l'ai dit, au groupe Volkswagen, il a été convenu d'une part que cette Veyron serait construite ici en France, en Alsace, à Molsheim, la patrie historique des Bugatti, et que d'autre part, il y aurait des Français en nombre sur les lignes d'assemblage. Didier, vous êtes l'un d'eux, et d'ailleurs vous étiez prédestiné pour travailler ici sur ces chaînes d'assemblage de la Bugatti Veyron. Je travaillé 20 ans dans une entreprise familiale, un petit garage avec mon père, qui au fur et à mesure m'a appris tous les filons du métier. Et ensuite, par une petite annonce, je suis arrivé chez Bugatti après 3 entretiens. Ce qui les a intéressés chez moi, c'est que je suis très polyvalent. Je fais aussi bien de la mécanique, de la carrosserie que de l'électricité. Ce qu'il fallait faire parce qu'on était une petite structure. Alors on imagine aisément que c'est un bonheur pour vous de venir travailler chaque matin ici chez Bugatti. Vous vous rendez compte que c'est un rêve qu'aimeraient réaliser des milliers de jeunes qui aujourd'hui sont dans la mécanique automobile? C'est tous les jours un plaisir de venir travailler, je veux dire. Voilà. C'est l'aboutissement de... Il y en a qui ont du plaisir à venir travailler tous les jours. Après la pub dans Turbo, les roulants de la Bugatti Veyron, on va déchaîner les 1001 chevaux. Il y aura également le concours d'élégance de Pebble Beach, c'était l'été dernier en Californie. Le rallye d'Australie, la dernière manche du championnat du monde, et puis plein d'autres surprises. A tout de suite après la pub, à bord de la Veyron. Alors cet autre plan aujourd'hui de la caméra de Pierre Melon pour vous faire apprécier cette véritable usine à gaz que constitue toute la partie mécanique de cette Bugatti Veyron et puis aussi pour peut-être vous faire mieux admettre pourquoi elle coûte si cher. C'est aussi en fait question parce que c'est une voiture quasiment européenne comme un avion Airbus. Tous ces éléments viennent d'un peu partout. Tout à fait. Les pièces en carbone viennent d'Italie, la boîte de vitesse d'Angleterre, le moteur d'Allemagne. Enfin, vraiment, c'est une voiture européenne. Et l'assemblage se fait ici, en France, à Molsheim.
Alors Christophe, pour arriver à l'assemblage final de ce que j'ai appelé tout à l'heure, je ne suis pas loin de la vérité, hein, cette véritable usine à gaz, combien de temps? Eh bien, en fait, on a besoin de 3 semaines. Et donc, pour avoir une cadence de 1 véhicule par semaine, on utilise 3 box où les véhicules seront montés de A à Z. Et combien de personnes sur chaque voiture? C'est une équipe de 5 personnes, 5 spécialistes. Il y en a un pour l'électricité, il y en a un pour tout ce qui est mécanique, l'extérieur, l'intérieur du véhicule, etc. Au mieux, la production annuelle, ce sera combien de voitures? De 50 à 60 véhicules par an et pour un nombre total de 300 véhicules. Et après, on casse Et le moule. après, on passe à un autre projet. Nous, en attendant, on va savourer, on va vraiment s'éclater, tout simplement, avec Étienne Brouet et son caméraman Christophe Trarieux, aujourd'hui, au volant de cette Bugatti Veyron 1001 chevaux. Le cheval supplémentaire est quasiment indispensable. L'instant est tout simplement incroyable, irrésistible. Un privilège que peu d'entre nous auront, celui de pouvoir un jour conduire cette GT hallucinante. Nous sommes sur les routes du Mont-Saint-Odile, près de Strasbourg. Il est tôt, l'asphalte légèrement humide. Il va falloir être particulièrement attentif à l'exploitation de la puissance. La fiche technique parle d'elle-même. Il lui faut 2 secondes 5 pour franchir la barre des 100 km/h. Imaginez, c'est le temps que réalise une moto GP comme celle de Rossi. Pourtant, l'Aveyron pèse 2 tonnes, essence et eau comprises. Le 0 à 200, non, n'en parlons pas, c'est le 0 à 300 km/h qui prend toute sa valeur. 16 secondes 7, c'est le chrono d'une Porsche 911 qui franchit la barre des 200 km/h, le temps qu'il faut à un Scénic pour atteindre les 100 km/h, ça parle. Bugatti enfin revendique une vitesse maxi de 407 km/h, avec sa boîte de vitesse DSG comme celle d'une Golf GTI, mais ici à 7 rapports qui se manient sans à-coups, une suspension hydraulique à 3 niveaux selon la vitesse et un couple d'avions 13 fois celui d'une Twingo transmis aux 4 roues. L'Aveyron a besoin d'être savouré sur un circuit. Premières impressions à bord. Il ronronne, il donne toute sa puissance. Alors la première impression, et ça c'est une certitude, l'auto est raisonnablement facile à conduire. Je ne dis pas à piloter, mais facile à conduire. On appuie à fond et là, ça part, ça ne s'arrête pas. C'est extraordinaire. Allez, on accélère, on se fait plaisir. Alors le tachymètre indique à gauche la puissance instantanée du moteur. 500 chevaux, 600 chevaux, 800 000. Ça y est, hop, freinage. Les freins carbone, ça freine comme une monoplace, ça accélère comme une monoplace. C'est tout bonnement exceptionnel. Alors sachez que même à l'arrêt, on consomme de l'essence, 5 litres environ, sans appuyer sur la pédale d'accélération. À pleine charge, on peut atteindre évidemment plus de 90 litres au 100. Sachez qu'il faudrait 15 minutes seulement à l'Aveyron pour avaler les 100 litres d'essence si on restait continuellement à 400 km/h, 15 minutes. Ça laisse rêveur. Nous revenons maintenant avec Laurent Meillot sur quelques points techniques bien spécifiques. La transmission intégrale permet d'exploiter la puissance sur n'importe quelle surface. L'Aveyron accélère très fort, elle freine encore plus fort, et cela grâce à ses disques de frein en céramique, mais aussi grâce à son aileron qui se déploie à partir de 200 km/h lors du freinage et qui joue le rôle d'un aérofrein. De plus, le freinage est très endurant grâce à un système unique de refroidissement par air. La voiture peut supporter 20 fois de suite une décélération de 310 à 80 km/h. Un mot enfin sur les pneus. Ils ont été conçus spécifiquement par Michelin et peuvent supporter des plages de vitesse jusqu'à 400 km/h. Ils résistent à tous les traitements, enfin presque. Sachez enfin que Bugatti a réalisé à ce jour 35 commandes fermes. Le propriétaire aura versé 300 000 € à la commande avant de patienter 1 an et de débourser au total 1 200 000 €. L'Aveyron restera un objet d'infini désir, mais tout simplement inaccessible.
laissé volontairement en l'état par les dirigeants de Volkswagen. Nous sommes devant l'orangerie dans laquelle Ettore Bugatti mettait à l'abri, l'hiver venu, sa collection de plantes tropicales. Et puisque nous en sommes aux anecdotes, cette histoire que je vous garantis parfaitement authentique. Un Américain qui a passé commande d'une Veyron et qui n'était pas tout à fait convaincu d'avoir fait le bon choix de coloris a tout simplement réglé le problème. Qu'à cela ne tienne, il en a commandé une seconde. Impensable la vague d'intérêt, de curiosité, de passion qu'a déclenché sur notre passage cette Bugatti Veyron. Alors imaginez quand Étienne Bruet s'est rendu à son volant dans les rues de Strasbourg. Nous avions envie de voir vos réactions, de connaître vos impressions. Pour cela, nous nous sommes rendus dans le quartier de la Petite France, à Strasbourg. Un ovni semble s'arrêter. Instantanément, la Veyron provoque l'attroupement. Merci. Magnifique, magnifique. Vous la trouvez comment? Superbe, somptueuse. J'avais jamais eu l'occasion de la voir de mes propres yeux, donc c'est vraiment une voiture impressionnante. Elle est superbe, c'est un objet exceptionnel, quoi. Beaucoup trop cher pour moi. Je vais vous faire un emprunt, n'est-ce pas? C'est inaccessible aussi. Vous allez lui offrir Oui, je réfléchis un peu là. J'hésite un peu sur la couleur. Oui. C'est vraiment le superlatif de la voiture, quoi. Rien que le bruit du moteur laisse présager beaucoup de choses. Ah, ça tombe bien, j'adore me faire filmer. Je peux l'acheter. Je vais voir si j'ai de la monnaie. Mais sinon, comme ça, moi j'ai une 2 chevaux, donc ça n'a pas du tout la même allure. C'est mieux ou moins bien? Ah, moi je préfère. Quoi? La 2 chevaux. C'est vraiment plaisant de voir une belle voiture qui est à la fois féminine et masculine, sachant tout ce qu'elle représente. Et par rapport à l'Italie, avec des marques prestigieuses telles que Maserati ou Ferrari, ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des constructeurs qui peuvent faire des choses exceptionnelles en France. Tu sais ce que c'est? Voiture de futur. La voiture du futur est pourtant bien réelle, elle attire les regards, elle est photographiée sous toutes les coutures, même quand il faut s'approcher, ce n'est pas facile, de l'échappement tout en tungstène. Maintenant, il faut penser à la rendre chez Bugatti au Château Saint-Jean, que ça va être dur de s'en séparer. Lorsque Volkswagen a racheté la marque Bugatti en 1998, il y avait dans la corbeille ce château Saint-Jean qui a appartenu à Ettore Bugatti. Entièrement restauré, il sert aujourd'hui de cadre de réception aux futurs clients. À ce propos, la toute première des Veyron va être livrée à son premier propriétaire. Au terme des 3 semaines de fabrication, elle devrait vraisemblablement prendre la direction des États-Unis. Et à ce propos, eh bien, nul doute qu'on la verra très rapidement au concours d'élégance de Pebble Beach en Californie, où s'est rendu pour Turbo l'été dernier Cyril Drevet. Le concours d'élégance, en français dans le texte, de Pebble Beach est l'un des événements les plus courus d'Amérique. C'est la conclusion d'un week-end entièrement dédié à la passion automobile, regroupant plusieurs manifestations autour de l'un des plus célèbres parcours de golf au monde. Situé au sud de San Francisco, sur la commune de Monterey, Pebble Beach est une sorte de bulle pour milliardaires qui voit passer dans ses rues tout ce qu'il y a de plus beau et de plus cher sur 4 roues. L'endroit est donc idéal pour un concours d'élégance, une sorte de pique-nique géant pour la haute société américaine et un regroupement de voitures de collection ahurissantes. Tout ce qu'il y a de plus rare et de plus fou y est représenté et dans un état de conservation qui frise l'hystérie. Car ces top modèles du passé viennent ici non seulement pour se faire admirer, mais surtout pour tenter de remporter le prix de la voiture la plus belle du concours, un Graal particulièrement difficile à obtenir. La principale particularité de ce concours, ce sont les critères de jugement. Vous savez, vous devez avoir une voiture parfaitement restaurée, absolument authentique, exactement dans l'état où elle était lorsqu'elle a été fabriquée. Chaque année, cela doit être la première fois. Les organisateurs parcourent le monde à la recherche de voitures qui n'ont jamais été présentées ici. Oui, vous avez bien entendu, une voiture ne peut être présentée qu'une seule fois. Si elle ne remporte pas le titre, c'en est fini.
D'où le niveau du jury composé de figures illustres comme Stirling Moss ou Phil Hill, les anciens pilotes, les fils Giugiaro et Pininfarina ou les designers de BMW, Nissan et Volkswagen. Le concours se déroule sur une journée avec présentation statique sur le fameux trou numéro 18 avant de défiler sur un podium au milieu du public. Selon les éditions, certains thèmes sont mis en avant. Ainsi, cette année, les skiffs des autos du début de siècle dernier, dont la coque imitait celle des bateaux, tenaient la vedette, aux côtés de diverses œuvres du studio de design Pininfarina, invité d'honneur. Pour le reste, ce sont 228 œuvres d'art qui ont défilé, certaines intemporelles comme les Bugatti, d'autres exceptionnelles comme cette Voisin C30 de 1938 carrossée par Dubos, ou enfin celle qui, à l'unanimité, a remporté ce 55e concours d'élégance de Pebble Beach, une Delage D8 120S de 1937 carrossée par Pourtout, dont la ligne surnaturelle aura laissé tout le monde bouche bée. Delage D8 120 Pourtout. Voilà, nous sommes toujours donc au Château Saint-Jean, l'ancienne demeure d'Ettore Bugatti que vous avez vu entreaperçue sur le plateau précédent. Et ça, c'était les anciennes écuries, complètement remaniées aujourd'hui. On revient à la belle. Vous vous doutez bien que sur une voiture de ce prix, 1 200 000 €, je vous le rappelle, rien n'est laissé au hasard et surtout pas le fait qu'on vous laisse tomber au bord de la route si toutefois il vous arrivait une panne. Ce qui fait que où que vous soyez dans le monde, eh bien on est capable immédiatement de déceler la panne et de vous localiser grâce à la télémétrie, liaison par satellite, où que vous soyez dans le monde. Vous vous rendez compte ? Le dernier sujet d'émission aujourd'hui, c'est la dernière manche du championnat du monde des rallyes. C'est en Australie. Commentaire de Philippe Hubert. 16e et dernière représentation du championnat du monde des rallyes en Australie. Les acteurs principaux, Sébastien Loeb, Peter Solberg et Marcus Gronholm, veulent terminer la saison sur une victoire, mais le scénario de ce rallye d'Australie en décidera autrement. Dès la première journée, c'est l'hécatombe. Le premier à ouvrir le bal, c'est le Suédois Daniel Carlsson, qui part en tonneau avec sa 307, qui, elle, partira en fumée. Dans la même journée, 3 spéciales plus tard, c'est au tour de Marcus Gronholm d'abandonner, stoppé en liaison par la police suite à un problème technique. Il a essayé de réparer, mais le pneu frotté contre l'amortisseur, ça faisait de la fumée, la police l'a obligé d'arrêter. Chez Citroën, Sébastien Loeb attaque et prend la tête du rallye dans la spéciale 7, avant de commettre une erreur, la première de l'année, qui le contraint à l'abandon. Je freine un peu tard, au dernier moment j'ai pensé que ça passait, j'ai braqué, et on a sous-viré, on a tapé un arbre, donc c'est terminé, mais bon c'est le rallye. Le local de l'étape, Chris Atkinson, réalise un très bon début de rallye, avec le scratch dans l'ES4 et 5, mais perd 2 minutes à cause d'un problème de direction et termine 10e à la fin de cette première journée. En tête, on retrouve Peter Solberg avec 46 secondes d'avance sur un surprenant François Duval qui précède le revenant Colin McRae sur sa Skoda Fabia. La deuxième journée ressemble à la première et les abandons continuent. Aujourd'hui, c'est au tour de Peter Solberg. En pleine ligne droite, lancé à 190 km/h, il heurte un kangourou et c'est la fin du rallye. Décidément, 2005 est une saison à oublier pour le Norvégien. Du coup, c'est le Belge François Duval qui se retrouve en tête après un début de saison difficile. Guy Fréquelin gère alors le turbulent belge pour ne pas aller à la faute. Cette deuxième journée se solde par un classement très inhabituel. François Duval premier avec 27 secondes d'avance sur Colin McRae et sa Skoda et Harry Rovanperä troisième sur Mitsubishi. Dernier jour, le sort s'acharne. Colin McRae, qui réalisait un superbe rallye sur la Skoda, est victime d'une casse d'embrayage. Résultat, il n'y a plus aucun champion du monde en course. Tony Gardmeister, qui faisait un très bon rallye au volant d'une prometteuse Ford Focus 2006, abandonne dans l'avant-dernière spéciale suite à la casse de sa courroie d'alternateur. Bref, cette édition 2005 du rallye d'Australie a laissé tous les favoris sur le carreau et beaucoup de participants y ont laissé des plumes. Et comme le malheur des uns fait le bonheur des autres, c'est finalement François Duval qui remporte son premier rallye à 25 ans et offre la 11e victoire de la saison à Citroën. Je suis très heureux pour Sven, pour l'équipe, pour Guy. Bon, c'est formidable et j'espère pouvoir continuer l'année prochaine avec Citroën et Sébastien. Derrière, on retrouve la Mitsubishi de Harry Rovanperä et la Xara privée de Manfred Stoll du team Kronos, un joli résultat pour l'écurie belge qui accueillera Loeb l'an prochain.
Cette saison 2005 s'achève sous le soleil de l'Australie, où il fallait éviter les pièges et les problèmes mécaniques pour tirer son épingle du jeu. Les acteurs de ce mondial 2005 ont bien mérité leur repos hivernal. On les retrouvera tous au lever de rideau de la saison 2006, dès le mois de janvier, sous la neige de Monte-Carlo. Voilà, sachez qu'en dépit de tout le plaisir que j'aurais bien entendu de rester quelques minutes de plus encore avec vous, eh bien, j'ai été très heureux de vous accueillir aujourd'hui ici à Molsheim, en Alsace, chez Bugatti. Personnellement, j'ai pas envie de la quitter. Enfin, de toute façon, vous comme moi, il va bien falloir s'y faire. En tout cas, sachez que un mois avant l'heure, sans houppelande, sans barbe blanche et sans hotte, j'étais très heureux de jouer au Père Noël en vous offrant en exclusivité, donc en première mondiale pour une télévision, cette nouvelle Bugatti Veyron. La semaine prochaine, changement de décor, nous serons dans les Alpes, à l'Alpe d'Huez, avec Alain Prost qui vous fera essayer sa nouvelle Toyota Corolla du championnat sur glace, le trophée Andros. Il y aura également, et notamment au programme de Turbo, la semaine prochaine, donc, des concept cars de Jaguar. Dans un instant, Warning, ne quittez donc pas notre écoute, et à samedi prochain. Ciao à tous. Turbo continue sur turbo.fr.